séance en français. On espère que vous allez bien comprendre ce qu'on fait et on commence. Donc, bienvenue pour cette présentation. Alors, il y a beaucoup de hacks, par plaisir, par activisme, mais aussi par simple curiosité. Mais il faut maintenant réfléchir un peu jusqu'où on peut aller. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. J'aime pas les partis de droite parce que euh, ils vont collecter les données des personnes qui n'ont pas aimé leur parti. Est-ce que c'est une bonne idée de collecter les données de personnes qui ont liké la vidéopathe? Et donc il y a beaucoup de scénarios différents. C'est pas comme dans Hollywood. Il n'y a pas que les chapeaux blancs, les chapeaux noirs. Il y a beaucoup de zones entre les deux. On peut pas vraiment différencier. Et pour ça, l'éthique du batteur peut nous aider. Et nous allons avoir une introduction de Frank. Frank est déjà euh, depuis longtemps au CCC et puis très actif depuis longtemps parmi nous. Et je suis heureux de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Et pour moi aussi, une nouvelle introduction dans ce thème. Alors, dites bienvenue avec beaucoup de bruit pour Frank. Merci beaucoup. Bon, l'éthique du hacker. Celle du CC est quand même un peu vieille. À l'époque, elle était euh, créée par Stephen Levy, un journaliste américain. Il a fait un livre sur la culture du hacker au MIT. Et c'était en 1984. Et puis, beaucoup de ces lois et ces points qu'il a fait, et beaucoup de ce que nous on a au CCC revient à cette publication. Mais on a quelques-unes de ces règles et points, on les a pris, on les a étendus, on a ajouté quelques points et sur cela, je voudrais parler aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une éthique du hacker? Qu'est-ce que l'intérêt de savoir? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on peut pas faire ce qu'on veut, s'amuser et pas réfléchir? Notre motivation est que le pouvoir et la puissance créent une responsabilité. Si on regarde les personnes qui sont des hackers, c'est souvent des personnes qui peuvent beaucoup plus. Ils peuvent plus que la moyenne des personnes. Et bon, ils ont plus d'énergie. Euh, ils veulent faire de recherche, ils veulent savoir plus. Euh, ils ont beaucoup de patience, c'est curieux. Et donc, ils ont la possibilité de créer des choses qui ont l'apparence de magie si on regarde de l'extérieur. Et le résultat est que la possibilité de faire des choses qui sont pas vraiment bien, qui sont mauvaises, euh, qui mettent à tort d'autres personnes. Donc il faut faire attention qu'on fasse pas du mal. Et nous, on essaye de faire quelque chose contre ça. Le pouvoir crée de la responsabilité est quelque chose qui est pas très populaire dans notre société. On a plutôt une tendance de, de s'éloigner d'explications. On s'approche plutôt on- l'essentiel, c'est que moi-même, je puisse avancer et puis je n'ai aucune probabilité. Nous, sur ce congrès, pensons que c'est la mauvaise direction et que on doit communiquer à base de facts et communiquer pas convenir avec ce qui est et pas avec des rêves. Ce dont nous avons besoin, c'est le savoir. Une des premières règles de l'ancienne éthique du hacker, c'est que l'accès aux ordinateurs
Et tout ce qu'on peut démontrer pour comment le monde fonctionne devrait être illimité et complet. C'est donc l'accès aux informations, savoir comment un système fonctionne, l'accessibilité de résultats scientifiques et la documentation, comme par exemple le code source. Oui, je sais. Ceci, c'est le fondement de notre être. L'accessibilité d'informations a longtemps été un problème. Souvenons-nous de 1984. Moi, je me souviens de l'époque où je cherchais des informations, comment utiliser des ordinateurs. Donc, le manuel qui existait en RDA pour trouver comment utiliser un ordinateur de l'Ouest, je devais aller à la bibliothèque. Il n'y avait pas d'Internet. Dans les milieux des années 80, les informations, c'était quelque chose de très chaud. L'accès était restreint. C'était pas si simple que ça. Je me souviens très bien comment je cherchais des opcodes qui étaient illégaux. Et je devais chercher dans des livres jusqu'à ce que je les trouve. Et aujourd'hui, c'est relativement simple. On sort son téléphone de sa poche et en 30 secondes, on l'a. Et malgré cela, la question de l'accès aux informations, on doit le rendre question de politique. Parce qu'aujourd'hui, l'accès aux informations est souvent payé par des informations, comme quand on utilise Google, ou alors quand il y a beaucoup d'argent en jeu, comme dans le cas des maisons d'édition, comme dans les sciences, qui nous vendent pour beaucoup d'argent les informations. Donc l'accès aux ordinateurs et aux informations est toujours très importante. La tournure radicale est donc toutes les informations doivent être libres. Alors, pour un certain nombre, je ne sais pas qui s'en rappelle, sur ces congrès, quand nous faisions les statistiques du réseau, alors on avait toujours un graphique qui montrait qu'on envoyait plus dans le réseau qu'on téléchargeait. C'était des bons congrès. Il y a aussi l'autre côté de cette information, toutes les informations, vraiment toutes les informations. Il y a Vaoland a ajouté cette règle, c'est que les données publiques doivent être utilisées et les données privées doivent être protégées. Tout le monde a quelque chose à cacher. Et c'est le droit de tout le monde de cacher les choses. Personne n'est forcé de s'ouvrir complètement. Et c'est faux de faire en sorte. C'est faux que ce soit normal. Ce n'est pas bien que juste parce qu'on installe un Messenger, on doit envoyer tous ses contacts. C'est vraiment normal. C'est vraiment pas normal de taguer des personnes sur des photos qui n'en savent pas. C'est juste parce qu'on n'a pas compris que les données à soi ont de la valeur. Ça veut pas dire que si on n'a pas compris que les données personnelles doivent être protégées et qu'ont une valeur, ça ne veut pas dire qu'on peut extrapoler cette idée sur d'autres personnes. On parle de 1984. Cette dualité de dire les données publiques, les données qui servent à tout le monde, du savoir, ce qui se passe sur le monde, du savoir sur les réseaux de trafic, quand est-ce qu'il est possible de prendre le train, des trucs vraiment simples comme les données de train, et on se bat toujours pour soi. C'est un thème qui devient pas vieux, ça s'arrête pas. L'État et les grandes entreprises ont beaucoup de données publiques et ils les gardent. Et ces données pourraient nous mener vers un meilleur futur. Mais nos données privées, de nos endroits avec qui nous avons parlé, ce qu'on aime,
ce qu'on achète, ce qu'on recherche. Ces données vraiment privées, celles-ci sont privatisées par des entreprises et vendues. Il y avait toute une liste de scandales, par exemple de Facebook et Google et d'autres entreprises qui vraiment ont vendu beaucoup de données privées et ont même fait de manipulations politiques avec. Et ce thème est vraiment actuel. Et, si on regarde un peu les technologies, on entre beaucoup dans des conflits à ce point-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu un mail, il a trouvé une base de données avec des milliers de données de personnes qui sont vraiment privées. Et il m'a demandé qu'est-ce que je fais avec ça, comment je dois le faire, qu'est-ce que je dois les publier, est-ce que je dois essayer de contacter l'entreprise, est-ce que je dois l'ignorer, est-ce que je dois envoyer un mail à tout le monde du genre ouais, il y a tes données qui sont partout. C'est des pensées qui sont pas faciles. On a beaucoup de pouvoir à cet endroit. On peut faire beaucoup de mauvaises choses qui peuvent vraiment mettre à tort les personnes. Et ça, on a beaucoup de responsabilités et c'est pas facile de gérer ça. Sur des concrets précédents, on avait un numéro de téléphone, le hotline du Hacker Éthique. Donc si tu as des données ou des problèmes où tu sais plus, tu peux nous appeler. Et les cas qu'on a eu là, c'était toujours que les données étaient mal protégées, les données ont été récoltées alors que c'était pas nécessaire. Et on est dans un problème là. Nous, on dit toujours, fais ce qui cause le moins de mal. Mais aussi fait en sorte que ce problème est arrêté. Donc, généralement, on parle avec l'entreprise qui gère la base de données, on les appelle pour vous. Donc, on dit viens vers nous et nous, on t'aide. Pour nous, c'est plus facile d'appeler une entreprise parce que quand j'appelle Frank Rieger, bonjour Chaos Computer Club, j'aimerais bien parler à votre CTO. Généralement, il nous relaie directement. Alors que si moi j'appelle moi-même, oui bonjour, je suis un hacker, j'ai trouvé vos données. En général, ça tourne pas bien. Heise Security fait un peu la même chose. Ils aident dans ces cas-là. Et nous, on essaye d'aider et on essaye d'impliquer d'autres organismes qui ont de l'expérience dans ce genre de cas. Au bout du compte, la question est, est-ce que cette entreprise se rend compte de leur erreur, de leur malfait? Est-ce qu'ils sont prêts d'agir? Ou est-ce que c'est pas important? Est-ce qu'ils s'en fichent? Ce qu'on a aujourd'hui, c'est un genre d'accueil. Merci de nous appeler. Nous sommes... Nous voulons vraiment vous aider. Par contre, il nous faut 6 mois. Ce genre de problème se pose dans la réalité. On essaye de gagner du temps. Les entreprises essayent de gagner du temps. Et pendant ce temps-là, les données sont sur le net pendant 6 mois. Et ça, c'est absolument pas acceptable. Donc, d'arrêter ce genre de dégâts, c'est super important. Question, comment est-ce qu'on peut arriver à mettre, à ouvrir au public la plus grande partie des données? Ça a beaucoup à faire avec la désobéissance civile. Là, il y a quelques jours, on avait le cas que toutes les lois ont été publiées sur Internet. On se dit, bon, les lois, bien sûr, elles sont toutes sur Internet, mais on se rend compte que elles appartiennent au Bundesanzeiger, une maison de publication qui ne travaille pas pro bono. Donc,
une initiative a mis toutes les données sur le net et se disent bah, écoutez, on est allemand, les lois nous appartiennent, et c'est pas possible que ce soit dans les mains d'une entreprise commerciale. Et donc la ministre de la Justice a rapidement corrigé cela et a pris en main la publication de toutes les données sur le net. Et donc on voit, ça fonctionne. Und diese Aussicht darauf, dass die eigene Aktivität was zum Besseren verändert. Et de voir que les activités mènent à un but, que ce n'est pas sans conséquence, qu'on peut arriver à quelque chose avec notre savoir, que notre savoir fait une différence. C'est sur cela que repose l'éthique du hacker. Da draußen in der Welt sich nichts verändert, wenn man Le monde autour de nous change. Et il change si on n'agit pas de la bonne façon au bon moment. ein ganz wichtiger Punkt, den wir Un point très important seit Anbeginn des Chaos Computer Clubs haben. qu'on a depuis le début du Chaos Computer Club, Wir wollen c'est que nous voulons beurteilen, wie sie aussehen oder wo sie herkommen. Nous ne voulons pas juger les hackers selon leur apparence ou leur argent ou leur origine. Tout ce qui nous intéresse, en fait, c'est ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont comme énergie et ce qui est leur but. Man muss sich immer mal wieder vergegenwärtigen, Il faut se rendre compte ziemlich radikaler Anspruch. que c'est assez radical comme approche, que nous sommes une méritocratie. Eigentlich nicht aus Nous ne voulons pas travailler sur une autre base que sur ce que fait une personne, sur aucune autre base. Ce n'est pas sans contestation du côté des conservateurs qui disent hoher Status muss doch voilà, un statut doit être important. Leuten, die es sagen, Et ja, nee, d'un autre côté, Menschen können doch gar nicht so verschieden sein. qui veulent égaliser les personnes, qui disent non, ils ne peuvent pas être tellement différentes. Mais il faut s'en rendre compte, 1984, c'est une époque où les geeks étaient généralement mis dans les poubelles. Et les gens qui étaient plus forts en maths n'étaient pas vraiment les gens populaires à l'école. Als jemand, der halt sich für Ou Computer quelqu'un qui s'intéressait pour les ordinateurs et l'Internet. so der Held in der Klasse. On n'était pas vraiment le héros de la classe. Der Chaos Computer Club war schon immer Et le Chaos Computer Club a toujours été une maison d'accueil pour ces genres de personnes. genau La plupart est venue envers nous parce que là, on rencontre d'autres personnes qui ont les mêmes idées, qui sont autant bizarres et étranges que soi-même. Et le sentiment sur ce congrès, c'est d'arriver à quelque chose qui ressemble à la maison. Je suis enfin chez moi, avec d'autres personnes qui savent comment c'est d'être différents, qui ont fait les mêmes expériences que moi, qui ont les mêmes intérêts que moi. Et moi, j'ai les mêmes intérêts qu'eux. Et ces principes, cette égalité dans nos actions, dans nos intérêts, c'est ça qui est à la base du club, au cœur du club. Misstrauen. Donc il ne faut pas se fier aux autorités, il faut plus de décentralisation. Le CCT était toujours une organisation où la centrale était appelée la décentrale, avec la simple raison qu'on ne voulait pas vraiment de centralisation. Évidemment, il y a des parties du CCC qui sont plus ou moins importantes, qui sont plus grandes, qui sont plus actives, mais il n'y a pas la base centrale. Donc si on regarde ce congrès et comment il est organisé, ce congrès, il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de volontaires qui mettent leur énergie, leur temps, et puis qui se cherchent du travail. Ils se mettent un but, ils se disent, nous voulons que cette partie du congrès soit fait de façon optimale. Et nous, on y met notre créativité, notre énergie. Et c'est comme ça aussi que fonctionne le CCC en général. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un organigramme ou la grande association qui est bien structurée comme une pyramide. Non, c'est plutôt le bazar. Hein.
Donc, on dit plutôt, pense à toi, deviens actif, essaye toi-même de faire ce qui est possible sans attendre les autres, sans attendre une autre personne de dire de le faire. Les structures qu'on a sont difficiles à comprendre. Euh, donc, il y a une association, l'association a un président et le président dit comment ça fonctionne. Si on pense que c'est comme ça au CCC, on est au mauvais endroit. C'est pas ce qu'on fait. Le CCC fonctionne de manière que nous on dit il y a des groupes qui font des choses et puis bon ça ira plus ou moins. Donc le chaos c'est dans le nom et c'est pas sans raison. On s'est rendu compte que sur le temps ça fonctionne très bien, plus ou moins bien, moins bien. Il y a aussi des points négatifs. On n'est pas très bien, on n'est pas très bon à travailler longtemps sur un thème. Quand quelqu'un pense le CCC devrait dire quelque chose sur ce thème, c'est à deux raisons généralement. Alors soit on n'a pas d'opinion concrète où tout le monde est d'accord, par exemple sur Google Street View, ou alors personne s'intéresse, ça peut arriver aussi. Donc les possibilités qu'on a avec ça ou qu'on n'a pas se complètent avec celles d'autres organisations non gouvernementales plus ou moins bien. Et je pense que c'est cette indépendance qu'on n'a pas de centrale que tout le monde fait plus ou moins quand des personnes sont motivées, c'est un facteur positif. Que les gens qui font des choses par plaisir, ça nous donne la possibilité d'organiser ce genre de congrès. On est 17 000 personnes et c'est fait par des volontaires, c'est vraiment inimaginable. Les autorités mènent généralement à quelque chose qui devient très fixe. Il n'y a plus de mouvement. Le nouveau est difficile, donc on n'essaie pas trop de le faire. Alors, cette partie, Karine on en a parlé avec les hackers blancs, les noirs, à l'époque, on a dit ne fouille pas dans les données d'autres personnes. Pardon. Ok, pardon. J'étais pas bien informé. Il y a eu un commentaire dans la salle qu'on n'a pas entendu dans la translation. Donc vous voyez l'avantage de la décentralité. L'avantage de la décentralisation des autorités, c'est parfois qu'il y a l'autorité dans le public qui me dit, qui me corrige. Donc ne fouille pas dans les données d'autres personnes. Donc la question c'est qu'est-ce qui se passe quand on a hacké un système et on a accès à une base de données ou alors d'un coup on a de pouvoir de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça c'est vraiment rien de nouveau. C'est aussi vieux que nous. La possibilité d'accéder à des systèmes d'autres personnes et de les manipuler, c'est pas nouveau. Le hacking, on le définit par l'utilisation créative et critique de la technologie. Donc on n'accède pas au système d'autres personnes pour faire du mal. Et la question, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas, est une question qui est pas facile de répondre et pas tout à fait possible de répondre concrètement. Nous essayons, en général, quand on a des questions comme ça, on n'essaie pas de dire tu fais ça, ça, ça et ça comme ça, mais on essaie de poser des questions. Et la question la plus importante est et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Comment ça continue quand tu fais ce que tu veux faire? Par surprise, la majorité des personnes ne se posent pas cette question. On pense généralement que jusqu'à ce point que je publie des données, j'écris un message de presse et puis après on verra bien, tout ira bien. En général, c'est pas le cas. L'expérience dit que la vie continue après et ça devient difficile. Ça veut dire la question, ce qui se passe après, c'est une question qu'on doit se poser toujours
de multiples fois dans ces cas. On a cette responsabilité qui vient avec la possibilité d'accéder des systèmes d'autres personnes ou qu'on peut manipuler des systèmes. On a dans des tailles qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Dans le dernier congrès, quelqu'un est venu me voir et ils ont créé un réseau de bots, un botnet, mais sans faire exprès. Donc, non, vraiment. Ils se sont trouvés un erreur dans un produit IoT très répandu. Et on construit un bot qui s'est répandu. Et puis bon, ils se sont dit, ça serait pas mal s'ils pouvaient regarder si d'autres produits aussi avaient cette faille. Et ce bot a rien fait d'autre. Il a juste regardé où sont les failles et ça a continué de trouver des failles comme ça et a appelé à la maison et a dit je suis là. Et donc là, ils ont quelques millions de bots, quelques centaines de milliers, pardon, de produits IoT. Et puis ils se sont dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et souvent, il y a des complications. Et puis dans un monde idéal, on s'est dit, on pourrait se dire, bon, tu peux utiliser ces bots pour fermer cette faille et se détruire après. Et puis quand c'est terminé, on peut republier là. Il se montre que on peut pas fermer cette faille sans détruire, sans des problèmes. Dans quelques produits, ça aurait montré que le produit aurait été cassé. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on veut vraiment avoir. D'un autre côté, bon, on peut dire ce qu'on pourrait penser que quelqu'un d'autre aussi trouve cette faille et l'utilise à des cas malicieux. Donc bon, à la fin, la chose s'est résolue plus facilement. L'entreprise connaissait cette faille et avec une mise à jour, ils ont éliminé la faille. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été publié. Il y a quelques milliers de produits encore qui sont toujours attaquables, mais la majorité est correctée. Et c'est vraiment intéressant de penser à ça. Parce qu'en général, on a vraiment le problème qu'on a une faille de sécurité, on n'a plus le problème qu'on pense que c'est un serveur. Généralement, il y a beaucoup de serveurs, même tous les serveurs du Internet qu'on peut accéder. Comment on demande pour ces failles, ça, c'est quelque chose qui peut être très facilement tourné. Donc, si on a accès à une faille, qu'on a trouvé une faille et qu'elle donne accès à plusieurs centaines de milliers de grès, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment... c'est très courant. Donc, parfois, j'ai même des failles et je me dis, je ne veux pas les taper dans Google parce que j'ai pas envie de savoir combien de milliers de produits qui sont attaqués, parce qu'on peut le faire, mais c'est quelque chose qui montre qu'on ne prend pas de responsabilité. Donc, jusqu'à maintenant, on a toujours parlé d'ouvrir des systèmes, d'accéder à des systèmes. Donc beaucoup d'entre nous n'ouvrent pas des systèmes mais construisent des systèmes et doivent essayer les ordinateurs fonctionnent, que les bases de données sont fonctionnelles. Donc évidemment ils ont une responsabilité d'avoir les systèmes sécures. Donc nous on a aussi une responsabilité de savoir ce que ces systèmes font. Et nous avons ce problème de taille de l'autre côté. Si aujourd'hui on construit un système, par exemple un site de rencontre, donc il y a des milliers de données qui arrivent à ce portail de rencontre. Est-ce qu'on veut vraiment que ces données sont enregistrées d'une manière que si quelqu'un trouve une faille, à un moment les données peuvent être publiées? Est-ce qu'on veut construire des systèmes qui ont un grand potentiel à causer du mal
Mais est-ce qu'on veut pas construire des systèmes qui font la vie meilleure? Par exemple, que les données sont encryptées, que les données soient pas enregistrées, que les personnes qui utilisent le système soient pas dans l'inconnu, ce qui arrive avec leurs données. Et toujours quand je regarde, donc chaque année, il y a une carte des entreprises qui sont dans les médias de publicité, des milliers d'entreprises. Des entreprises qui font rien d'autre que quand on va sur un site internet, les données des cookies et tous les autres éléments d'identification sont apportés le plus rapidement possible à d'autres entreprises pour qu'elles puissent décider quel genre de publicité sont affichées sur la page. Et je me suis dit, il y a de voir des personnes qui programment ce chose, des personnes qui passent leurs données, qui passent leur jour à faire en sorte que les données privées d'autres personnes puissent le plus rapidement possible afficher des publications. Donc, ils ont beaucoup d'informations de moi. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire? Est-ce que je me sens bien à faire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans cette entreprise ou quelqu'un connaît quelqu'un qui travaille là-dedans? Est-ce qu'ils vont bien? Et puis bon, je pense que l'éthique du hacker dire aussi, on doit aussi réfléchir à ce qu'on fait avec son temps. Qu'est-ce que je fais avec mon énergie? Qu'est-ce que je laisse après moi? Qu'est-ce que sont les systèmes que je crée et les mouvements que je crée? Et il faut vraiment réfléchir un peu plus. J'ai rien contre les personnes qui ont travaillé dans cette entreprise, mais il faut se réfléchir si son énergie peut pas être dans d'autres industries. Beaucoup d'entre nous le font et j'en connais beaucoup qui se disent je travaille dans une entreprise qui est plutôt bizarre, mais dans l'autre côté j'ai plus de temps libre, plus d'avantages. Bon, c'est quelque chose qui est pas vraiment mauvais à la fin, mais il faut réfléchir à ce qu'on fait. Il faut être conscient des conséquences qu'on a et savoir ce qu'on fait. Est-ce que c'est ce que je veux faire? Est-ce que ce sont les idéaux avec qui j'ai commencé? Et c'est vraiment un bon exercice de penser à ça. Peu importe si on attaque un système ou si on tombe sur une faille ou si on construit des systèmes, est-ce que est-ce que ce qu'on emploie justifie les moyens? Est-ce que tu serais, si tu étais concerné par cela, est-ce que ce serait toujours OK pour toi? Sous ces conditions-là ou là, ce serait légitime? Est-ce que c'est une façon de procéder que tu pourrais accepter? Et on peut béatifier tout ça. Et par contre, il faut s'en rendre compte que si on utilise de la technologie contre des opposants ou des semblables opposants politiques et les délégitime, qu'est-ce qui nous arrive si la même chose est employée contre nous? Est-ce que tu serais toujours de l'avis que c'est cool? La réponse peut être oui. On peut être de l'avis que oui, c'est tout à fait acceptable, ou peut-être qu'on aurait dû réfléchir 2 fois avant de le faire. Est-ce qu'on est en train d'employer des armes beaucoup trop lourdes pour ce cas? Dans certains cas, le PHP d'une boutique en ligne était ouverte. J'ai trouvé 2600 personnes qui achetaient des gâteaux de Noël. Bon, faut faire quelque chose avec, d'accord? Si c'est la première boutique en ligne que tu viens d'ouvrir, que tu viens d'infecter, bon, on est plutôt excité, mais au final, bon, on travaille avec le vendeur, on fait en sorte que ces données n'aillent pas dans le public, et peut-être qu'il nous offre un paquet de gâteaux. Il faut pas qu'on fasse une grande histoire et qu'on brasse énormément de vent avec
avec un communiqué de presse et tout ça, que les gâteaux de Noël.com a été hacké. Bon, donc pas tout ce qui arrive sur dans notre boîte mail est tourné dans un communiqué de presse et une grande action. Plutôt dans les cas où des données très personnelles sont protégées d'une façon vraiment médiocre et que les entreprises qui gèrent ce genre de base de données sont vraiment pas coopératives. Dans ce cas-là, on sort un communiqué de presse, mais en général, on essaye de faire ça dans le calme et en blessant le moins de personnes possible. Une des plus belles parties de l'éthique du hacker, c'est qu'on peut faire de la beauté et de l'art avec un ordinateur. C'est plutôt... Ça s'explique tout seul parce que la plupart des films qu'on regarde aujourd'hui sortent d'un ordinateur. Que ce soit beau ou pas, ça se discute, mais l'art sort aujourd'hui souvent d'un ordinateur. Si on regarde aujourd'hui ce que les gens savent faire avec leur ordinateur, il y a beaucoup de beauté si vous regardez ici dans les différentes salles dans ce congrès. Ce qui est intéressant à l'époque, c'est que les ordinateurs, c'était pas la même chose. Il y avait des terminaux et seulement quand on faisait énormément avec, qu'on se donnait vraiment de la peine et qu'on avait peut-être une carte graphique, on pouvait créer une graphique de Mandelbrot, un fractal. Et avec un peu de chance, on pouvait même l'imprimer sur une ancienne imprimante. Ça fait longtemps, c'était en 1984 que ça a été créé. Quand même, c'est une des choses qui me touche, c'est que des personnes y pensent encore aujourd'hui qu'avec l'ordinateur, on peut créer de l'art et de la beauté. Le dernier point. Donc le dernier point est plutôt c'est une controverse si on vient de l'IT-Sec. Lundi matin, quand on lit les informations, je me dis est-ce que j'aurais plutôt fait quelque chose avec du bois ou cultiver des chèvres ou des fleurs. Donc on peut être un peu cynique quand même. Hein. C'est un thème où on a l'impression que ça va jamais être mieux. Alors, mais il faut pas être cynique comme ça, hein, parce qu'en réalité, les ordinateurs, pour beaucoup a rendu au meilleur la vie de beaucoup de personnes. J'ai parlé avec beaucoup de personnes sur ce congrès, mais avant, et ils m'ont dit que les ordinateurs ont vraiment rendu leur vie au meilleur. Et c'est des personnes qui voient mal ou qui entendent mal. Ils ont des problèmes d'orientation, ils sont un peu plus vieux. Pour ces personnes, les ordinateurs sont des systèmes qui les choses de tous les jours et la vie est vraiment rendue au meilleur. La majorité des personnes ne savent pas comment ils organiseraient leur vie sans ordinateur. Ils savent pas comment on fait sans ordinateur pour accéder aux informations. Enfin bon, qui de vous était dans une bibliothèque les dernières 4 semaines? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est dans une bibliothèque? Bon, il y a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Donc après la zombie apocalypse, on n'est pas tous morts quand même. C'est pas trop mal. Enfin voilà. La réalité est que pas seulement l'accès aux informations, mais aussi la communication, toutes les choses où on s'oriente. Par exemple, les cartes numériques, Wikipédia sur le smartphone, les livres numériques, les e-books, on peut partir en vacances sans prendre un deuxième sac avec livres. Et ces choses, on les a fait avec des ordinateurs. Et faire en sorte que ça reste comme ça, qu'on garde les aspects positifs dans le futur et puisse les extendre même. Et tous les problèmes négatifs et les aspects mauvais qui gardent nos informations, les disputes qui sont sur Internet et ces choses vraiment mauvaises devraient pas nous cacher le fait qu'on a vraiment beaucoup de choses positives dans le monde. Personne va mourir demain si Facebook ferme.
Mais on ne devrait pas faire l'erreur ces ordinateurs, c'est nul. Donc, si on travaille dans l'IT-Sec, faire quelque chose avec du bois à côté ou construire des circuits, c'est bien. Mais en principe, cette phrase est toujours valide. Donc, tout ça, merci beaucoup de m'écouter et amusez-vous bien avec les machines.